Bonjour à tous, quelle est la position du Rassemblement national sur l'évolution de la situation sociale en Guadeloupe? Que propose la représentation locale du parti pour sortir de cette crise? La détresse des personnels soignants suspendus a-t-elle été suffisamment prise en compte? Rodi Tolassi, délégué départemental du Rassemblement national en Guadeloupe, est notre invité dans Franc-Parler. Bonjour Rodi Tolassi. Bonjour, Stéphane Deré. Vous vous êtes réjoui que l'entrée du CHU soit enfin sécurisée par les autorités. Donc pour vous, il était grand temps que le piquet de grève de l'UGTG au centre hospitalier soit démantelé. Oui, il était grand temps parce que nous avons pu voir des exactions à une certaine période où ils avaient mis de l'huile un peu partout, des débris, des encombrants. Dans un hôpital où nos compatriotes guadeloupéens doivent se faire soigner, effectivement, lorsque j'ai vu par moi-même, j'ai assisté à des entrées du CHU qui sont vérifiées par des membres de l'UGTG. Je ne vois pas pour qu'ils se prennent sur notre territoire. Il y a des lois, nous sommes sur un territoire de droit, nous sommes sur le territoire français, nous sommes en démocratie et donc ce n'est pas à l'UGTG de faire sa loi au sein de l'hôpital public qui appartient à l'ensemble des Guadeloupéens, mais c'est à l'autorité de faire la loi en Guadeloupe. Il y a aussi le droit de grève et le droit d'avoir des piquets de grève, non? Bien sûr, et d'ailleurs je profite de ce moment d'échange pour apporter mon soutien à tout ce personnel soignant qui aujourd'hui se trouve en otage de la situation vers laquelle nous pousse le gouvernement. Je me rappelle, il y a un an, ils ont choisi la stratégie du tout vaccin. On nous disait que le vaccin, c'était la lumière au bout du tunnel. On y est toujours. On est maintenant à 3 doses, voire bientôt 4 doses. On ne sort pas de ce marasme. Effectivement, j'apporte mon soutien à ce personnel soignant qui font la grève. Tout le monde a le droit de grève, mais lorsque l'UGTG dépasse les bornes, effectivement, il y a une décision de justice notamment. Et on doit faire respecter la décision de justice. Je suis un homme de droit, donc je me réjouis effectivement que ces accès soient libres. Un exemple criant, je ne sais pas, moi, je ne suis pas le bien-aimé de l'UGTG, je viens pour aller accéder à l'hôpital demain, on m'empêche d'y accéder, non, c'est pas normal. Donc, l'hôpital, c'est un bien public, donc tout le monde doit accéder. Ouais. La violence sous toutes ses formes appelle la violence, c'est bien connu. Comment sortir de cette spirale infernale? La spirale infernale dans laquelle nous sommes, premièrement, c'est le constat. Je crois que je l'ai dit il y a quelques mois, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, que le gouvernement ainsi que les syndicats veulent un pourrissement de la situation pour différentes raisons. Les syndicats, c'est la politique de la terre brûlée qu'ils pratiquent pour nous pousser vers une autonomie, voire une indépendance, disant que l'État ne prend plus ses engagements. Personne n'en parle. Hein. Depuis que le gouvernement a sorti cette possibilité, plus personne ne parle d'autonomie. Hein. Plus personne ne parle d'autonomie, effectivement, parce qu'ils ont peur, mais aussi qu'on a vu que tous ceux qui parlaient d'autonomie n'ont pas de projet politique pour l'autonomie. On ne fait pas d'autonomie sans projet politique, et d'autant plus que dans certains domaines, nous sommes autonomes. Lorsque vous prenez la gestion de l'eau, nous sommes autonomes, l'eau paye l'eau. On ne va pas me parler de budget, qu'il n'y a pas de budget, l'eau paye l'eau. Et nous sommes défaillants en matière d'eau, nous sommes défaillants en matière de déchets. Nos concitoyens payent des impôts pour le ramassage des déchets, pour le tri sélectif, etc. Ce n'est pas pris en compte. L'assainissement est une catastrophe sur notre territoire, l'éclairage public, les routes, la gestion des collectivités, nous sommes totalement autonomes là-dedans. Les transports, je me rappelle en 2019 quand il y a eu le congrès des élus, je disais qu'il fallait un vrai système de transport sur l'ensemble de la région, que le conseil régional prenne ça en compte. Le vice-président me faisait une leçon de morale pour me dire que ce n'était pas la compétence de la région. Un an après, il crée le SMT. Donc, vous vous rendez compte que vous avez des gens à la tête du pouvoir qui demandent l'article 74 et dans le droit commun, ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils ont déjà. Donc, voilà, je crois qu'il faut un vrai projet politique. Nous avons un projet pour l'outre-mer que nous avons présenté et qui parle d'une loi programme sur 15 ans. Nous avons une grande vision, une vision sur le moyen et long terme. Je crois que c'est le plus important pour sortir la Guadeloupe de cette crise. Il faut un essor économique fort, il faut un développement économique fort, il faut une stabilité économique aussi, c'est le plus important de ce territoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de développement économique sur un territoire où il n'y a pas la sécurité. Je donne des exemples concrets. Vous êtes un éleveur, vous êtes un agriculteur, si vous vous faites voler,
Vous n'avez pas envie d'investir. Si vous êtes un investisseur, vous n'aurez pas envie d'investir dans certains endroits sur le territoire. Donc, il faut un territoire sûr, il faut une certaine sérénité pour l'ensemble de nos compatriotes pour avoir une vision justement pour l'investissement. Et cette vision du Rassemblement national, elle doit s'entendre dans le cadre institutionnel actuel? Oui, elle doit s'entendre dans le cadre institutionnel actuel. Je crois que nous avons eu des périodes quand même où la Guadeloupe a pu se développer. On peut prendre l'époque proto, on parle beaucoup de l'époque proto, c'est vrai. C'était un visionnaire, mais on ne parle pas de la loi programme justement qu'il y avait derrière, qui a permis de faire tous ces lycées, toutes ces routes, aussi les programmes de défiscalisation dont j'en parle souvent, défiscalisation et exonération de charges, type les lois Ponce et Perben par exemple. On parle aussi de zones franches prioritaires, etc. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place qui ont déjà marché. Je crois que ce n'est pas une question de statut, mais plus une question de volonté politique. Lorsque un État, un gouvernement a une vision, ils sont capables de mettre les choses en place pour avoir un développement économique fort. Et nous serons là pour le faire dans quelques mois parce que je crois réellement que nous serons au pouvoir, vu les événements qui se passent aujourd'hui, vu la démonstration qu'a mis Emmanuel Macron pour piétiner son peuple. Il n'y a qu'une seule solution, c'est effectivement l'alternative politique qu'on propose. L'important pour vous, Rassemblement national en Guadeloupe, c'est que l'état de droit soit garanti sur tout le territoire, sans exception, avec le risque du dérapage, de la bavure, qui n'est jamais très loin. C'est vrai. Le risque de la bavure n'est jamais très loin, mais effectivement, il faut l'état de droit. C'est primordial parce qu'il y a l'ensemble de la population qui souffre, effectivement, qui souffre des barrages, qui souffre de ces conflits. Je crois que c'est notre population qui en souffre le plus. D'ailleurs, nous avons pu voir dans ma commune, lorsque ma commune était barrée, des gens passer sur des brancards, en chaises roulantes, etc. Les infirmières ne pouvant pas apporter les soins à nos compatriotes. Donc effectivement, ce sont nos compatriotes qui souffrent de ces exactions. Et donc, il faut un état de droit, mais aussi, il faut un état qui va aux négociations et qui entende la population qui a plus de 60% qui ne veut pas se faire vacciner. Il faut entendre aussi les lois qui sont les leurs. Lorsqu'on sait qu'Emmanuel Macron est pro-européen et lorsque le Conseil de l'Europe lui-même, à travers l'article 7.3.1 et 7.3.2 dit qu'il ne faut pas obliger les gens à prendre le vaccin, ni sous la pression politique, ni sous la pression sociale ou quelconque autre pression. Donc effectivement, il faut un état de droit, mais aussi il faut que l'État puisse revenir à la table des négociations, ce qui n'est pas le cas, mais comme je vous dis, il cherche le pourrissement de la situation pour des intérêts diverses pour l'État, pour les syndicats d'un côté, mais tous les deux sont dans la même optique. Et en attendant, c'est toute la Guadeloupe qui risque d'être perdante à ce jeu. Mais effectivement, c'est toute la Guadeloupe qui risque d'être perdante. Ce que je peux dire à mes compatriotes et surtout à nos compatriotes qui sont professionnels de santé, c'est que nous prenons nos responsabilités lorsque nous serons au pouvoir, de supprimer le pass sanitaire qui va se transformer en pass vaccinal, de supprimer l'obligation vaccinale et de pouvoir réintégrer tout un chacun. La souffrance, la détresse des personnels soignants suspendus, sans salaire, parce qu'ils refusent de se faire vacciner, a-t-elle été suffisamment entendue, Rodi Tolassi? Je crois que, comme je disais, il faut un consensus, il faut parler, il faut discuter. Moi, ma solution à moi, elle est purement politique. Et je suis pour qu'on puisse adapter, pour le moment, adapter à la Guadeloupe qui a plus de 65% de non-vaccinés, adapter cette loi pour notre département. Mais concernant les personnels soignants eux-mêmes et leur rémunération, je trouve ahurissant qu'on puisse, il y a quelques mois et les précédentes vagues, faire des plans blancs, rappeler ceux qui étaient en vacances, etc., les priver de leurs vacances, les priver de leurs loisirs pour être là lors de la 4e vague et voir qu'aujourd'hui, nous les méprisons à travers les différentes lois d'Emmanuel Macron. Donc il faut bien évidemment, comme je vous disais précédemment, supprimer cette obligation vaccinale et réintégrer le personnel soignant. Vous croyez en l'efficacité du comité qui a été mis en place, comité d'accompagnement de ces personnels de santé suspendus? Ce n'est pas ma vision. Comme je viens de vous dire, je suis pour la suppression de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Pourquoi ?
Parce qu'avec le recul que nous avons, nous voyons que le vaccin permet effectivement de protéger, on peut dire qu'il protège pour les formes graves, il vous prévient des formes graves, mais n'empêche pas la transmission du virus. Donc même si vous vaccinez le personnel soignant, il transmet et il est toujours contaminant. Et vous ne pouvez pas remettre en cause des années d'études du personnel soignant qui est formé justement à ne pas transmettre des virus, pas que le Covid, mais il y avait beaucoup de virus et beaucoup de microbes bien avant le Covid. Ils sont formés à ne pas transmettre le virus, donc c'est remettre en cause leurs compétences. Et effectivement, moi je trouve ahurissant qu'on puisse les obliger à se vacciner pour quelque chose qui n'empêche pas la contamination, effectivement. Pour vous, la stratégie des autorités, c'est celle de l'usure, du pari sur la démobilisation? Mais nous avons eu l'exemple au niveau national pour les Gilets jaunes, ils ont laissé la situation pourrir. C'est leur stratégie depuis 5 ans maintenant qu'ils le font. Ça ne m'étonne pas qu'ils mettent en pratique les mêmes méthodes dans notre département. Mais j'irai bien plus loin. Il faut que nos compatriotes guadeloupéens puissent comprendre que ce gouvernement est en campagne politique. Nous sommes à quelques mois des présidentielles. Lorsqu'ils sont rentrés dans la stratégie du tout vaccin, il y a 1 an, ce n'est pas à 3 mois de l'élection présidentielle qu'ils feront marche arrière, bien évidemment. Donc c'est tout cela qui est en jeu, parce que s'ils font marche arrière aujourd'hui, c'est tout un pan de leur stratégie, tout un pan de leur responsabilité, tout un pan de leur crédibilité qui tomberont à l'eau. Donc effectivement, je ne pense pas qu'ils vont changer, de politique, ils vont changer leur façon de voir les choses, ils vont changer de stratégie sur la vaccination. Ils sont à 3 mois d'élection, donc changer maintenant, ce sera un déficit pour eux dans quelques mois. À vous entendre, Rodi Tolassi, on pourrait penser que vous légitimez les actions violentes qui ont pu être menées par le collectif des organisations en lutte. Ah non, je ne légitime rien du tout. D'ailleurs, j'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné notamment les actions de l'UGTG dès qu'elles sortent dans le cadre de la défense des salariés et des travailleurs, parce que bien évidemment, il y a un côté politique là-dedans et je condamne effectivement l'action politique de l'UGTG, l'action politique de vouloir le pourrissement de la situation et de nous conduire vers une forme d'autonomie, voire une volonté d'aller vers l'indépendance. Effectivement, je condamne cela, mais je suis aussi pour que chacun puisse s'exprimer. Nous sommes en démocratie, nous sommes en Guadeloupe, la Guadeloupe c'est aussi la France, nous sommes en démocratie, donc on a le droit de grève, le droit de se mobiliser. Et donc effectivement, j'apporte encore mon soutien à l'ensemble du personnel soignant. L'UGTG doit faire attention, selon vous, à ne pas s'exposer à une dissolution? C'est la fameuse question. Moi, à titre personnel, bien que l'UGTG a déjà fait beaucoup de mal à la Guadeloupe, je crois qu'ils doivent se remettre en question et se concentrer sur le droit des travailleurs. Et comme je dis, le droit, rien que le droit, il y a à faire et sortir de l'organe politique, de l'organisation politique qu'ils essayent de mettre en place. Je ne souhaite pas la dissolution du tout de l'UGTG parce que c'est un organe important pour les Guadeloupéens. Mais il faut qu'il se recentre sur la défense des travailleurs. Et ce serait une erreur de la part du gouvernement qu'à minima, une telle perspective soit envisagée? Peut-être que ce serait une erreur du gouvernement. Moi, je ne sais pas. Je vous donne ma vision qui est celle, oui, effectivement, l'UGTG a des débordements, qu'il faudrait peut-être des rappels à l'ordre, il faudrait peut-être aussi qu'eux aussi se remettent en question, qu'eux aussi ils se reconcentrent sur ce qu'ils font, mais aussi que les adhérents, les militants de l'UGTG aussi montent au créneau et disent qu'effectivement ils veulent leur intérêt, ils veulent qu'on puisse défendre leur intérêt. Et donc je peux vous prendre un exemple criant sur l'UGTG. En 2019, lors des vacances, les grandes vacances, il y avait eu la fameuse grève au CHU. Et donc on se rappelait que le UGTG faisait croire à l'ensemble de nos compatriotes guadeloupéens qu'ils se battaient pour l'amélioration de la prise en charge, des soins, etc. Et en réalité, ce n'était pas ça du tout. Ils se battaient pour le personnel soignant et l'amélioration des conditions salariales, etc.
ce qui est un fait, ils ont le droit, mais on ne peut pas tromper la population, il faut dire la vérité, il faut être honnête lorsque nous faisons des actions, que ce soit syndicales ou politiques, il faut être honnête avec la population. La course à la présidentielle est lancée, le Rassemblement national est en ordre de bataille en Guadeloupe? En ordre de bataille, nous essayons parce que vous pouvez remarquer qu'il est difficile aujourd'hui d'organiser quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est une volonté politique du gouvernement de tuer le débat politique au travers cette omniprésence du débat de la COVID-19 qui remplit nos écrans, qui remplit les sujets. Et même aujourd'hui, avec l'histoire du pass vaccinal, l'obligation vaccinale en Guadeloupe, les médias sont tournés là-dessus et le débat politique, les questions fondamentales que se posent l'ensemble de nos compatriotes guadeloupéens sur le pouvoir d'achat, sur l'augmentation des salaires, sur le chômage, sur la sécurité notamment, ne sont pas abordées à cause de cette prédominance de la COVID-19. Donc il est temps qu'on puisse sortir de cette COVID-19 et qu'on puisse parler de politique et de politique de fond. Justement, comment votre parti compte-t-il faire campagne dans notre département et surtout autour de quels thèmes centraux? Les thèmes centraux, c'est la sécurité déjà, parce que comme je vous ai expliqué, on ne fait pas de développement économique sur un territoire qui n'est pas sûr, mais aussi sur un développement économique, un essor économique fort, à travers des priorisations sur l'investissement, à travers des priorisations de la création des entreprises, notamment de nos compatriotes guadeloupéens. On peut prendre des exemples criants de notre programme et de nos propositions. Lorsque nous parlons bien évidemment de la préférence départementale, nous l'avons fait en 2017, la préférence départementale dans l'emploi de nos compatriotes guadeloupéens dans la fonction, que ce soit la fonction publique, mais d'autres fonctions aussi. Nous avons d'autres propositions que nous faisons, mais je crois que le plus important, lorsque nous allons arriver au pouvoir, c'est d'abord de solutionner les problématiques que nous avons et qu'Emmanuel Macron n'a pas solutionné en 5 ans. Nous pouvons prendre l'exemple des algues sargasses, qui est une prérogative de l'État, puisque au travers du décret de Montego Bay de 82, l'État et seul l'État est responsable des pollutions venant de les eaux internationales. Nous pouvons prendre l'exemple du chlordécone. Ils n'ont rien mis en place jusqu'à maintenant, que des plans où on ne comprend pas forcément ce qu'ils font. Il faut une vraie vision pour l'empoisonnement au chlordécone, l'arrêt de l'empoisonnement. Il faut une production zéro chlordécone. Et lorsque nous savons qu'il n'y a pas que l'alimentation qui a empoisonné l'ensemble de la population guadeloupéenne. Lorsque vous savez que des gens Bertrand, par exemple, sont empoisonnés au chlordécone, on sait que c'est l'eau qui a empoisonné nos compatriotes, donc il faut un réseau d'eau. Il faut que l'État puisse, au nom de la santé publique de nos compatriotes guadeloupéens, puisse reprendre la main sur la question de l'eau et faire les travaux nécessaires, et après nous verrons à qui nous redistribuons les responsabilités. Très bien, pas de déplacement en vue de votre candidate Marine Le Pen dans le département, c'est pas d'actualité? Non, vu la situation du territoire, vu comment ça se passe, notamment avec la crise sanitaire et avec les conflits sociaux, je crois qu'il est plus sage de ne pas faire de déplacements pour le moment, et même d'autres qui devaient venir, d'autres députés comme Jordan Bardella qui est en Martinique il y a quelques semaines, même André Rouget qui est le président des Horaces, c'est la tête pensante du Rassemblement national. Pour le moment, tous les déplacements sont reportés. Très bien. Rodi Tolassi, merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale pour une nouvelle édition de Franc-Parler.